donné, dans notre vie, nous met dans des situations qui sont d'une pénibilité extrême, tout simplement parce que le monde autour de vous, que vous avez toujours connu, votre zone de confort, votre vie de famille, la santé des gens autour de vous, et tout s'écroule d'un coup et on se retrouve là au milieu d'une grande tourmente. On se pose beaucoup de questions et à un moment donné, et c'est là où je vais commencer le débat, je me suis retrouvé dans un réel questionnement de qu'est-ce que j'allais faire de ce qui me restait à vivre de ma vie. Est-ce que j'allais continuer sur le chemin dans lequel je m'étais engagé, ou est-ce que j'allais écouter un peu tous les signes dont on va parler tout à l'heure? Est-ce que je vais les suivre? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et en fait, je me suis tout simplement, à un moment donné, pris en main. Et la première des choses que j'ai faites, j'ai lancé une bouteille à la mer. Et cette bouteille à la mer, elle a été reçue par deux associations. La première, ça a été la Source d'Espérance, et où j'ai reçu un magnifique email de François Paris qui m'a réconforté, qui m'a invité à venir écouter les conférences, à rencontrer les médiums, etc., pour bien avoir les réponses à toutes ces questions que je commençais à me poser. Et une autre association qui m'a répondu, qui est l'association Infinitude, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui m'a donné l'opportunité même de parler au père François Brune, qui est décédé depuis. Ça a été pour moi une magnifique rencontre de pouvoir parler au téléphone avec cette merveilleuse personne, qui a lui aussi su m'apporter à un moment donné un réconfort et une aide. Et j'adore cette photo parce que quand on est dans ce questionnement, on voit cet ange, ce guide qui se penche vers la personne qui la regarde et qui la tient. Sachez que nous avons tous ce guide et nous avons tous cette énergie qui marche avec nous. En fait, ce qui est important dans une vie, c'est du moins ce que j'en ai compris, c'est pas tellement où on veut aller, c'est la façon dont on chemine sur notre chemin de vie. Et toutes les rencontres que l'on fait sur ce chemin de vie, tous les partages qu'on a, c'est ça qui va vraiment nous enrichir et nous apporter la réelle joie de vivre. Et je dirais, ce qu'il faut, c'est juste oser ce voyage, apprendre à s'écouter, comment faire. Donc souvent, on a besoin d'aide. Donc comprendre aussi que tout seul, on n'est rien, et qu'à un moment donné, autour de nous, nous avons besoin de personnes. C'est ce que les bouddhistes appellent la sangha. C'est le groupe. C'est le groupe qui va te porter, c'est le groupe qui va vous aider à avancer, à recevoir les enseignements et à trouver les professeurs dont on a besoin au moment où on a besoin de les trouver. Et c'est ce qui s'est exactement passé pour moi, parce que je dirais pour éliminer la réelle source de souffrance qu'on a tous en nous et qui est en fait l'ignorance dans laquelle on peut vivre, on a besoin de personnes qui nous forment et qui nous aident. Et je vais vous raconter l'histoire justement qui s'est passé pour moi, qui a été c'était vraiment un des grands points d'évolution dans cette, si on peut parler d'évolution, ou je dirais plutôt de cheminement. C'était la rencontre avec une médium qui était venue faire une conférence à la Source d'Espérance. Et cette personne, c'est Céline Sommer, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une médium guérisseuse sur Martigny, en Suisse. Et le jour où elle est venue à la Source d'Espérance, je n'avais jamais entendu parler d'elle, je ne la connaissais pas, je n'avais pas regardé son site internet ni rien. Je suis allé à la Source d'Espérance et le matin, avant d'y aller, j'ai vraiment posé une question à mes guides et je leur ai dit là, si vous avez quelque chose à me dire, à me demander, si vous avez un message à me faire passer, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'un message clair et précis aujourd'hui. Et c'est en fait ce que j'ai reçu par l'intermédiaire de Céline, qui à un moment donné m'a repéré dans la salle. Il y avait beaucoup de monde, François pourra le confirmer, il y avait 120, 130 personnes, sinon plus. Et à un moment donné, elle me cherche dans la salle et elle me dit, vous, le monsieur là-bas, dans la chemise bleue et puis avec votre barbe, il faut que je vous dise quelque chose, je ne sais pas quoi encore, mais ça va venir. Et elle a répondu, je dirais, d'une façon très précise à la question que moi j'avais posée à mes guides le matin même. Et là, ça a été le début d'une grande collaboration avec elle. J'ai commencé à suivre ses cours, j'ai commencé à aller la voir sur Martigny. Voilà. Ce que je tiens également à mettre en avant là, c'est le besoin de se mettre en route quand on est sur une recherche, quand on est sur une quête.
c'est que rester chez soi, même si un jour un médium vous dit, eh bien, vous avez des capacités de travailler avec les énergies de guérison, vous êtes capable de travailler en médiumnité, vous avez des aptitudes pour travailler avec le monde spirituel, votre âme, elle tend à ça. Si vous ne vous mettez pas en route, de tout seul, ça n'arrivera pas. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Pour moi, ça a été, je dirais, le début d'un long cheminement et de beaucoup de travail. À ce moment-là, j'étais encore en activité professionnelle, dans une activité qui était plutôt dure. J'étais dans le commerce depuis presque 35 ans à ce moment-là, et j'en souffrais terriblement aussi. Et j'ai demandé à mes guides de me sortir de cette situation-là. Et un jour, on m'a ouvert une fenêtre, une réelle fenêtre de tir, pour que je puisse sortir de là sans, je dirais, sans perdre d'argent ni quoi que ce soit, parce que l'argent, on en a aussi besoin pour vivre. Ils ont vraiment fait quelque chose d'important pour moi. J'ai saisi la balle au bon et je suis parti. Et en fait, à ce moment-là, j'avais l'opportunité de dire, j'aurais très bien pu rester chez moi, tranquille, attendre d'une façon assez penaude, j'aurais pu attendre une retraite, quelque chose. Eh bien, en fait, non, je me suis mis en route et j'ai relevé le gant, je dirais, et puis je suis parti à la vitesse grand V. À ce moment-là, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis intéressé à tout ce qui pouvait se dire et s'écrire sur la médiumnité, sur les différentes religions, sur la spiritualité à travers le monde. Et grâce à Céline aussi, elle m'a fait rencontrer le collège Arthur Findlay de Londres, où j'ai passé vraiment plusieurs semaines. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi il en retourne au collège Arthur Findlay, donc c'est une école d'enseignement de médiumnité. En fait, si on pourrait dire, c'est l'école de Harry Potter, en fait, elle existe, hein. Et donc, c'est une magnifique propriété qui a été offerte par un lord anglais à une association pour qu'elle puisse y créer son école de formation, pour que les personnes puissent venir et travailler leur médiumnité, que ce soit en soins, en guérison, que ce soit en médiumnité de contact, que ce soit en utilisant les arts, la musique, le dessin, tout est travaillé. Et viennent enseigner ici des médiums, je dirais, d'un niveau, je dirais, mondialement reconnu. Donc, on a vraiment la chance d'avoir des professeurs et des enseignants qui sont très, très forts. Et j'y ai rencontré vraiment des profs super. Et j'ai eu la chance aussi d'en rencontrer un avec qui j'ai beaucoup sympathisé et qui, lui, vivait en Suisse comme par hasard et qui donnait également des cours en Suisse. Donc, j'ai également suivi ses cours et en Angleterre et en Suisse. Donc, ce que je veux mettre en avant aussi, c'est, je dirais, un peu l'intensité du travail qui a été mis sur le tapis, et de dire, voilà, c'est un vrai enseignement que j'ai été chercher. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est capable, à un moment donné, de s'ouvrir aux connexions spirituelles quand on a envie de s'ouvrir aux connexions spirituelles. Il suffit de travailler. Et là, j'ai vraiment envie aussi de parler, je dirais, de l'intention avec laquelle on se met en route. C'est très important. Si je pars avec le seul but peut-être de devenir ou de vouloir être quelqu'un de reconnu, etc., d'écrire des livres, voilà, de gagner sur une certaine notoriété de par la médiumnité, ou est-ce que je suis plutôt sur un chemin où j'ai cette envie de me mettre à disposition du monde spirituel pour pouvoir travailler avec les personnes, pour apporter les apaisements là où on peut les apporter. Ce sont des questions qu'on peut se poser quand on rentre dans ce travail-là, parce que les médiums, ce sont des êtres humains comme les autres, et on peut rencontrer là aussi tout à fait différents types de personnalités. C'est très important à intégrer également. Ça m'amène à parler à un moment donné de quelque chose de très important dans la vie, ce sont les synchronicités. Ce sont aussi les signes que le monde spirituel va nous envoyer, va nous transmettre pour nous mettre sur le chemin et pour nous donner des messages. Donc, les synchronicités, elles ont été scientifiquement, je dirais, vraiment expliquées, démontrées, ne serait-ce que par Philippe Guillemant, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Il vient régulièrement sur Genève aussi, où j'avais fait un atelier avec lui aussi sur les synchronicités pour comprendre leur fonctionnement et surtout comment les utiliser dans mon quotidien pour, à un moment donné, poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses aussi et être sûr de la bonne réponse. Donc ça, c'est très important. Les synchronicités sont un magnifique outil et nous en avons tous, sauf que des fois,
Notre esprit un peu trop rationnel, un peu trop cartésien, peut-être ne nous autorise pas toujours à les écouter, à les entendre, à nous dire, eh bien, tiens, ça c'est un véritable signe, où on a juste un peu tendance à le laisser partir. Notre mental nous dit, mais non, c'est pas possible, donc on va l'écouter lui plus facilement que notre cœur. Donc c'est un message très important là que j'ai envie de transmettre, c'est de dire que la synchronicité à un moment donné, c'est un véritable langage, c'est un dialogue qu'on peut avoir avec le monde spirituel. Là encore, c'est pas réservé à une certaine catégorie, hein, c'est vraiment quelque chose euh, où tout le monde, à un moment ou à un autre, peut avoir accès s'il le souhaite. Si on voudrait le définir, c'est la manifestation du monde spirituel dans le monde matériel. C'est comment est-ce que eux, ils vont nous faire passer un message. La petite photo que vous voyez là, en fait, j'étais me promener dans les bois un soir et j'ai juste mon guide qui me dit, bah, tu vois le soleil là, prends une photo, il y a un message pour toi. J'ai pris la photo et on voit cet esprit de la nature qui vient vraiment rayonner vers moi dans ce prisme de couleurs. On voit l'aura, on voit les yeux, on voit les ailes. C'est vraiment ce que les Mongols pourraient appeler un savtak, c'est l'esprit de la nature qui vient se communier à vous et vous montrer qu'il est présent avec vous et qu'il vous accompagne sur votre route. C'est un jour où j'ai fait une dandoche, je suis monté à la dandoche et puis j'étais vraiment en peine et je tombe sur ce cœur, ce magnifique cœur de pierre et qui, voilà, un message pour dire aussi, on pense à toi, on est là avec toi. Le petit cœur du milieu, ça a été après un de mes premiers soins en tant que guérisseur, entre guillemets, je dirais professionnel, où je m'étais posé beaucoup de questions par rapport à ce que la personne avait reçu. Je ne savais pas trop où le soin était allé, je n'avais pas tout compris à ce moment-là. Et je me suis posé toutes ces questions en me faisant un café. Quand j'ai bu mon café, ce cœur était au fond de la tasse. J'ai eu ma réponse. Le tout petit cœur à gauche, c'était une offrande aux esprits de la nature, une offrande de lait. Quand j'ai regardé dans le fond de la tasse, j'ai eu une réponse aussi des esprits de la nature qui m'ont dit, voilà, on est présent avec toi. Donc tous ces signes, on peut, on peut s'autoriser, on peut tout simplement oser y croire ou tout simplement les ignorer en tant que pur accident. Mais je crois que là, aujourd'hui, on peut vraiment laisser passer cette hypothèse-là et vraiment se dire que voilà, le monde spirituel nous parle. Là, j'en suis arrivé à un point dans mon existence je vais faire vite hein, pour qu'on passe rapidement au chamanisme mongol, je vous rassure, mais c'est important. Ce que je veux vraiment transmettre, c'est cette idée de boulot que j'ai mis là-dedans. C'était du travail, c'était du full-time job. C'était pas 5 minutes par jour. J'ai fait ça H24, 7 sur 7. J'étais à fond dans ça. Et en l'espace d'un temps relativement court, j'ai certainement rattrapé des années d'errance, j'ai envie de dire, où j'ai pas trop écouté, où à un moment donné, on est venu me chercher, j'ai pas fait attention et je sais exactement dans quels endroits et ça s'est passé dans mon existence et j'ai pas écouté. Et à un moment donné, j'ai dû mettre le turbo pour me mettre là où je devais être à un instant précis. Quand j'en étais arrivé là, j'ai vraiment eu l'envie de voyage qui m'a pris. J'avais envie de rencontrer des personnes, des civilisations autres. Et j'ai toujours eu une attirance pour l'Asie. Et le premier voyage que je me suis offert, c'est un formidable voyage spirituel au Ladakh avec une association qui s'appelle Omalaya Travel. Donc, juste fantastique. Et je suis parti là aussi pendant à peu près 3 semaines avec une chamane tibétaine. On est parti dans l'Himalaya. Donc, on a passé tout le voyage s'est déroulé à plus de 4000 mètres d'altitude. Il y a eu une petite accoutumance et après, on est resté dans ce qu'on appelle le petit Tibet, de temple en temple, de rencontre en rencontre. Et c'est là, je ne le savais pas, que j'allais vivre certainement une de mes toutes grandes premières transformations. Je vais vous en parler plus tard. La première des choses qui a été géniale, c'est qu'en arrivant sur site, on arrive sur l'aéroport de Leh, on sort de l'avion et qui est-ce qu'on croise? Le Dalai Lama. Et lui, il prenait le même avion, juste retour, pour revenir sur New Delhi parce qu'il partait en voyage. Un homme d'une grande humilité qui dit bonjour à tout le monde et puis qui s'en va, sans grande escorte, voilà, c'est un voyageur parmi un autre. Ça a été déjà un signe je dirais,
de bienvenue et puis de dire, tiens, le groupe qu'on était, vous vous êtes certainement pas trompé d'endroit, vous êtes arrivé là où vous devez être. Le Ladakh est un pays juste fantastique qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Tibet. Les temples, ils sont, j'ai envie de dire, millénaires. Beaucoup de grottes de méditation. Les gens, ils sont d'une grande humilité, avec beaucoup d'amour. On est accueillis dans les maisons, chez les personnes. Il y a un sens du partage qui est juste faramineux. Et malgré la dureté de la vie, comme ça, on peut s'imaginer vivre à plus de 4000, 5000 mètres d'altitude. Malgré toutes ces rigueurs, les gens, ils gardent le sourire, ils sont heureux. Pour des Occidentaux comme nous, ça peut vraiment être un enseignement. Et là, je veux un peu vous parler de la Mongolie aussi pour comprendre ce qu'est ce pays. Là, vous avez une carte avec la Mongolie telle qu'elle est aujourd'hui. On voit la Mongolie extérieure. En fait, ça, c'est la Mongolie comme nous avons l'habitude de la connaître aujourd'hui. Il y a un coincé entre la Chine et la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie de la Mongolie qu'on appelle la Mongolie intérieure, qui, elle, est une région autonome rattachée complètement à la Chine. Ce sont des personnes qui aujourd'hui sont donc mongoles. Pour la plupart, ce sont de nations Kharat, mais qui sont complètement, j'ai presque envie de dire, sous le joug chinois. Et si vous avez un peu suivi peut-être des réseaux sociaux durant l'été, il y a eu beaucoup de manifestations pour justement demander cette libération de la Mongolie intérieure, parce que la Chine leur met une grosse pression pour leur interdire leur langue, leur écriture, leur culture, etc., etc., etc. Donc, c'est quelque chose de très dur que ces gens-là vivent. Ça explique aussi aujourd'hui la fierté du peuple mongol. Ce sont des gens qui sont très fiers, qui sont fiers d'être mongols, fiers de leur histoire, fiers de leur liberté et heureux de vivre libre parce qu'ils ont vécu sous le joug chinois et après sous le joug russe. La Mongolie, c'est 3 fois la surface de la France. Seule Mongolie extérieure, seule. Il y a 2 habitants au kilomètre carré, donc il y a 3 millions d'habitants. 1,5 million vit à Oulan-Bator ou aux alentours, et le reste est clairsemé dans la campagne. Et ce sont des personnes qui vivent encore tels des nomades, comme ça a toujours été. Ils ont vraiment resté dans leur tradition. Donc aujourd'hui, quand on va en Mongolie, on va découvrir d'abord Oulan-Bator, qui est devenu une véritable mégapole, où les stigmates, je dirais, du communisme russe sont très présents, avec des immeubles qui s'écroulent, et avec des villages de yourtes qui existent encore comme ils ont toujours existé. Et à côté de ça, on est en train de construire Dubaï, avec des tours en verre, etc., etc., où le monde occidental vient vraiment poser son empreinte. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Mongolie est très riche. Son sous-sol est très riche. Tous les minerais y existent et la Mongolie, elle est vraiment exploitée, je dirais, par tout le monde, en fait. Et les Mongols, aujourd'hui, ont vraiment du mal, je pense, ils se battent contre ça. Il y a eu aussi, là, c'est pas pour les juger, mais certainement des gouvernements qui ont été un peu plus corrompus que d'autres, etc., etc. L'appel de l'argent étant plus fort que le reste. Voilà. Donc, les 4 nations essentielles qui vivent en Mongolie. Il y a une nation qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les Bouriates, qui sont tout à fait au nord et d'ailleurs qui aujourd'hui ne sont plus en Mongolie, mais qui font partie de la Sibérie, qui font partie des républiques russes à côté du lac Baïkal. Et en dessous du lac Baïkal, on voit un petit point bleu au-dessus d'Oulan-Bator, c'est le lac Khozgol. Et sur ce lac vit une population que sont les Tsatanes. Alors pour ceux qui ont vu le film de Cécile Sombrin, c'est là-bas que ça se passe. Et ces Tsatanes ont un mode de vie qui est complètement différent des autres nomades mongols. Déjà, ils élèvent des rennes, ce sont les seuls. Les autres élèvent des chevaux, des yaks, des moutons, des chèvres. Et ils vivent en fait exactement comme les Samis en Scandinavie. Donc, on avait fait la comparaison avec Oddmar, qui est la chamane dont je vais vous parler tout à l'heure, où on voit des modes de vie très similaires. Les tentes sont les mêmes, les vêtements sont les mêmes, les tambours chamaniques se ressemblent étrangement, etc., etc. Donc, il y a vraiment eu, à un moment donné, on a même trouvé des photos de Samis du début du XXe siècle, courant XIXe siècle, avec des aspects physiques vraiment très proches de ces tsatanes, donc qui sont loin les uns des autres, mais à un moment donné, il y a certainement eu quelque part un échange de population.
Donc la Mongolie est vraiment faite de différents peuples qui étaient beaucoup plus nombreux au Moyen-Âge. Et ces peuples ont tous leur propre identité, ils ont leur propre identité chamanique, rituelle, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une uniformité au niveau du chamanisme mongol. Aujourd'hui, en Mongolie, il doit y avoir un peu plus de 3000 chamans qui exercent. Les chamans mongols interviennent aujourd'hui dans tous les registres de la vie courante. La police va les utiliser, les médecins les utilisent, par exemple, quand ils ont une intervention chirurgicale à faire pour un patient qui est relativement complexe, on va demander aux chamans, non pas de faire l'intervention chirurgicale, mais de leur donner le meilleur jour pour faire cette intervention chirurgicale. On va rechercher des animaux perdus, des personnes disparues, et bien sûr, tout le travail du chaman qui consiste dans la pratique des rituels. Ça, on va y arriver, tout à l'heure. Ce que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est une carte de la Mongolie de l'époque. Là, on est à l'époque de Kubilai Khan. Donc, on est vraiment dans les années 1260, par là. Et on voit bien que là, à un moment donné, l'empire mongol allait du Danube, donc de la frontière vraiment, je dirais, hongroise, descendait jusqu'en Inde, ça englobait la Chine, etc. Alors, ce qu'on peut souligner là, c'est un paradoxe, peut-être pour nous les Européens, l'empereur le plus connu pourrait être, je dirais, Kubilai, alors que pour les Mongols, l'empereur le plus respecté, adulé, c'est vraiment Tchingiz, qui est le grand-père de Kubilai. Et ce que les Mongols n'aiment pas trop avec Kubilai, c'est que lui, il a donc créé une dynastie en Chine, les Han, et il a emmené la capitale de Karakorum sur Pékin. Et ça, les Mongols, il a vraiment à un moment donné enlevé cette identité pure mongole. Et pour lui, la Chine était presque plus importante que la Mongolie, je pense. Et ça, aujourd'hui, les Mongols le lui reprochent un peu. Et leur vénération va vraiment vers Tchingiz, qui pour eux est un dieu incarné. C'est très important à, à comprendre. Il est présent partout en ville, dans des monuments, dans le désert de Gobi, il est partout. Donc, historiquement aussi, dans la croyance, le peuple mongol est né du loup bleu et de la biche blanche. C'est vraiment le loup bleu, c'est l'animal symbolique, et la couleur bleue est vraiment la couleur symbolique de la Mongolie. Le ciel, Tingri, qui est vraiment leur vénération et encore aujourd'hui. C'est très important à comprendre. On parlera après de la division du ciel quand on arrivera sur les chamans. C'est une notion très importante. Et donc, nous voilà partis un mois dans la steppe mongole avec une équipe de chamans. J'ai fait 2 voyages en fait. Le premier, c'était avec Orso Voyage, qui est vraiment une organisatrice de voyage qui est super. Elle est dans la région parisienne. C'est une dame mongole qui est vraiment très bien connectée en Mongolie. Le voyage s'est superbement bien passé ces 2 premières semaines. Et après, nous avons fait un deuxième voyage avec un autre groupe d'autres chamans qui s'est très bien passé également. Et ça a vraiment permis de voyager du nord au sud, c'est-à-dire des montagnes pas loin du lac Khozgol, de monter jusqu'au Khozgol et de descendre jusqu'au désert de Gobi et de découvrir également au milieu toute la magnificence de la nature et de la plaine mongole. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, c'est un océan de verdure, rien n'arrête votre vue, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de pylône, il n'y a pas de panneau indicateur. Et à un moment donné, le chauffeur, lui, en pleine steppe, il tourne à gauche parce qu'il sait qu'il doit tourner à gauche ici. C'est juste fantastique. On vit dans un autre monde. Le mode de vie dans la steppe n'a quasiment pas changé. Donc, on est vraiment, la yourte est encore l'habitat essentiel des nomades mongols. La porte est toujours orientée vers le sud. La conception, nous, on regarde, je dirais, la rose des vents, on va la regarder par le nord. Les Asiatiques, les Mongols, eux, ils le regardent par le sud. Pour eux, le sud est très important. Et le nord, c'est la place de l'esprit, c'est la place de la divinité, c'est la place du chef de famille, du chef de clan, etc.
Donc la yourte, elle est toujours organisée dans le même sens. Si dans un campement, vous avez plusieurs yourtes, les portes vont toujours s'ouvrir vers le sud. Quand on rentre dans une yourte, on va toujours partir à gauche. À gauche, on aura la place des femmes. Au centre, au nord, on aura la place du chef de famille et de l'autre côté, donc sur l'ouest, sur l'est, ce seront les hommes qui trouveront leur place. Et la vie s'organise ainsi dans la yourte. Très important aussi dans la yourte, c'est le trou de fumée qui est au-dessus. Donc, bien sûr, ça sert, comme ça s'appelle, à évacuer les fumées, mais c'est aussi très empreint de spiritualité parce que lors de rituels, de rituels chamaniques, de prières, etc., l'esprit va rentrer par ce trou de fumée, va venir voir les personnes qui sont dans la yourte et il y a toujours une ficelle rouge qui est pendue pour permettre justement à l'esprit aussi de monter et de descendre le long de cette ficelle pour pouvoir entrer et sortir de la yourte. L'alimentation de ces nomades, elle est basée essentiellement de viande, bien sûr, et de produits de lait. Donc, ils fabriquent leur fromage, ils fabriquent leurs boissons. Tout est fait à base de lait de chèvre, de brebis, de juments et de yak. C'est une alimentation très simple, mais obligée. Là, vous vous imaginez, dans une steppe, là, il n'y a pas de culture. Et les nomades, eux, ils bougent à peu près tous les trimestres, ils vont bouger, suivre leur troupeau et changer le campement de place pour trouver une herbe plus verte. Et en hiver, on va aller chercher refuge dans un vallon adossé à une montagne, etc., pour se protéger du blizzard et du froid. Les trois types de chamans. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme chaman en Mongolie? On s'imagine qu'un chaman est un chaman. Non, parce que déjà, ça va changer. Ça dépend tout à fait de l'ethnie dont il va être originaire. Et ils ont été identifiés en Mongolie en trois couleurs: les blancs, les noirs, les rouges ou les jaunes. Donc, déjà, ce qu'on peut dire au départ, c'est que lors de l'occupation et de l'intégration dans le bloc de l'Est de la Mongolie, le chamanisme a été complètement interdit. Les chamans ont été pourchassés, les lamas bouddhistes ont été pourchassés, tués, exilés. Ils se sont retrouvés dans des camps de concentration, dans les goulags, ils ont été fusillés. Et les quelques qui ont réussi à survivre n'avaient pas le droit d'exercer, ils se cachaient dans la nature. Et ils travaillaient, je veux dire, pour certains, ils n'avaient plus de tambour, ils n'avaient plus rien. Et il y a un formidable livre qui raconte cette épopée-là, où ils travaillaient sur des boîtes de conserve, ils faisaient leur rituel aussi bien qu'ils pouvaient pour garder cet esprit chamanique vivant, de ne pas le laisser disparaître. Et à la chute du mur, en fait, quand l'URSS a été dissoute, immédiatement, les chamans sont revenus à la charge et ont commencé à former les gens. Aujourd'hui, en Mongolie, beaucoup de jeunes se sentent attirés par le chamanisme, des personnes un peu plus âgées aussi. Et, j'ai rencontré des personnes qui exercent de très bons chamans, qui de métier sont médecins, chirurgiens, journalistes, cuisiniers, etc., qui sont dans la vie tout à fait présentes, qui sont là, mais qui, à un instant T de la journée ou du soir, peuvent dire: maintenant, je vais intégrer mon guide, je vais laisser venir à moi un esprit, souvent un ancêtre qui remonte à 800, 900 ans d'époque et qui va venir à travers moi délivrer des messages, donner des soins, faire des guérisons en fonction de la couleur que je porte. Les blancs, ce seront essentiellement des guérisseurs, donc qui vont travailler aussi avec la cloche tibétaine, avec des vajras pour apporter des guérisons. Les noirs, ce sont vraiment, comme je le disais avant, des coupeurs de sorts. Tout est toujours fait en amour et en compassion. Il n'y a jamais de mauvais sort qui est envoyé en retour. On libère les gens, on libère la pression qui est exercée par une énergie négative, on aide des âmes à transmuter dans la lumière, etc. C'est le travail du chaman noir. Et les chamans rouges ou jaunes, selon où on se situe, ce vont être les chamans qui associent les deux capacités et qui travaillent souvent avec une connexion bouddhiste.
Voilà. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la puissance des connexions que ces chamans ont. Quand eux, ils disent ils se font incorporer, et quand vraiment et les états de transe, c'est vraiment quelque chose où je m'étais habitué à exercer. Et quand j'ai senti leur niveau de transe et de présence du monde spirituel avec eux, c'est quelque chose qui vous laisse vraiment scotché sur place. C'est vraiment très, très, très puissant. Et on sent vraiment le changement d'énergie de la personne. Là, c'est un garçon qui est très jeune, qui a une trentaine d'années. Et à un moment donné, quand il incorpore son ancêtre, on a vraiment en face de soi une toute autre personne, avec une toute autre façon de parler, une toute autre intonation de voix, et avec une toute autre énergie qui émane de lui. Les chamans mongols, ils ont des rituels, je dirais, pour toutes les occasions de la vie. Bien sûr, les rituels les plus importants sont les rituels d'exorcisme pour se libérer de charges karmiques négatives qu'on peut avoir créées ou dont on a hérité dans notre histoire familiale. Mais ils le font aussi pour toute la vie courante. Beaucoup de personnes vont voir le chaman pour lui demander, bah, tiens, ça peut paraître bizarre, mais j'ai besoin d'acheter une nouvelle voiture. Dis-moi le jour où il est bon que j'aille acheter une nouvelle voiture. Ben, c'est simplement pour ne pas se faire arnaquer, etc. C'est pour vraiment jouer sur l'énergie du moment et pour comprendre quand est-ce qu'il est bon de faire quelque chose dans ma vie. Pour se marier, pour rencontrer une personne. Tout ça, ce sont les chamans qui le déterminent pour les personnes qui viennent les voir. Merci François, merci infiniment. Je ne sais pas si tu peux mettre ta vidéo, enfin c'est comme tu veux. C'est vraiment Ouais, attends, passionnant. J'ai pas attends. mal de questions qui sont arrivées entre-temps, je les ai notées. Donc il y a une personne qui voulait savoir qu'est-ce que tu faisais exactement comme travail avant de changer complètement de vie. Alors, comme je disais, je travaillais dans la grande distribution, hein. J'étais dans le commerce, donc quelque chose d'extrêmement terre à terre, de très dur aussi. Voilà. Et puis là aussi, hein, je sentais que j'étais plus du tout à ma place. J'étais hyper stressé, j'étais pas bien. Et à un moment donné, comme je le disais dans la présentation, j'ai vraiment demandé au monde spirituel, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Et ils m'ont ouvert une fenêtre de tir. Et on m'a vraiment dit, si là tu bouges pas, c'est foutu. C'est maintenant ou jamais. Et j'ai franchi le pas, je l'ai fait. Donc c'est toute une histoire aussi, où c'est un peu rentré en conflit avec ma direction, etc. Ben voilà, ça m'a aussi permis de négocier un départ, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est à partir de là où tout s'est vraiment déroulé d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus limpide. Une fois que j'étais sorti de ces énergies-là, quoi. Une fois que la décision a été prise, en fait, Oui, la démarche voilà, de décider de changer de vie a été prise et là, le tapis s'est déroulé. exactement. Quel conseil François peut-il donner lorsque l'on ressent que la connexion à la vibration d'amour, aux synchronicités, à la connexion à l'au-delà n'est pas constante? Parfois on la ressent et parfois plus du tout. Alors, c'est ce que j'ai dit, le travail, le travail, le travail, le travail, et puis à un moment donné, apprendre. C'est-à-dire, on est tous différents. Et à comprendre comment est-ce que moi je canalise, comment est-ce que moi je reçois des messages, comment est-ce que moi je fonctionne pour recevoir et pour transmettre un message. Et pour ça, il n'y a que la pratique qui peut vous l'apporter. Donc, que ce soit en allant prendre des cours, bah, Arthur Findlay, c'est juste parfait pour ça, ou de rentrer, de suivre un cours de médiumnité, un cours de guérison. Et là, on va comprendre comment est-ce qu'un cours de communication animale. La communication animale, elle est juste, c'est de la médiumnité à part entière. Et donc, à un moment donné, elle va vraiment nous permettre de comprendre comment on canalise des messages. Comment est-ce que je fais pour recevoir un message? Comment est-ce que je me mets dans un état de conscience légèrement modifié pour pouvoir faire? Et comment est-ce que je peux aller encore plus en avant dans la conscience modifiée? Et là, on peut approcher ce qu'on dit de la transe parlée, laisser parler les défunts, laisser parler les guides, etc. Donc tout ça, c'est de l'entraînement, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Voilà, faut pas se décourager. En fait, petit à petit, les Faut choses. surtout pas se décourager. C'est franchement, on est tous issus, hein, on vient tous de la même source, on est tous faits d'essence divine et on a tous cette capacité en nous de nous reconnecter
à ce qui nous a créés et de là où on vient. Donc, bien sûr on peut pratiquer cette médiumnité, mais il est important de comprendre le mécanisme, de savoir comment ça marche et surtout de comprendre comment nous, individuellement, on fonctionne. C'est de savoir vraiment lire profondément en soi et d'aller chercher. Et ça, c'est, je dirais, un bel outil pour y aller, là, c'est la méditation, vraiment Ouais. se concentrer, demander au guide de nous aider et puis Faut pas se d'aller creuser. faut pas De se creuser mentir, en en nous. fait, faut pas se mentir à soi-même, puis aller vraiment voir les choses, en Oui, méditation. Je crois que c'est la meilleure, technique, c'est qu'on se pose un moment, puis voilà, on laisse venir oui, petit à bien petit. sûr. Oui, ça nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment pour pas justement s'engager dans des voies qui peuvent nous nuire un peu quelque part. Oui, tout à fait. Après, voilà, je pense c'est aussi de s'autoriser vraiment à communiquer avec nos guides, c'est très important. Des fois, je décris les guides, tu sais, comme des voisins, des nouveaux voisins. Et puis au début, tu te dis à peine bonjour, après tu dis bonjour, un jour tu bois un verre, après tu te retrouves un soir. C'est un peu comme ça. La communication avec nos guides, elle est pareille, hein. C'est qu'au début, eux, ben, ils vont un peu, ils nous observent, ils nous laissent faire. Des fois, ils nous déblayent le chemin pour que vraiment on ne se casse pas le nez trop vite. Mais à un moment donné, si on a envie de vivre des expériences, ils vont nous les laisser vivre et ils vont nous montrer la bonne direction. C'est pour ça qu'il y a les synchronicités. Et à un moment donné, quand on commence à les écouter et quand on leur demande un coup de main, ils sont très efficaces, ils sont là pour nous aider. Oui, oui, oui. Parfois, on se Ça, c'est demande à la minute, à la seconde près, les choses se passent parfois en une fraction de seconde. oui, exactement. Le monde matériel, quand même, il n'y a pas que ça, quoi, hein. Non, ouais. Faut Bah oui, s'élever un petit peu de tout ça. exactement, exactement. Voilà, voilà. Bon, Ok. en tout cas, à une prochaine. J'espère peut-être la Oui, prochaine fois sur place, hein, que ça soit, à Annecy-le-Vieux ou à Sillingy, on verra où est-ce qu'on se retrouvera la prochaine fois.